Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant appeler les panélistes en précisant que notre maître de cérémonie est Thierry Magnien. Thierry Magnien est vice-président de la Fédération internationale des universités catholiques, recteur de l'Université catholique de Lyon, et à ce titre bien placé pour parler de ces sujets, puisque la Catho de Lyon est très investie sur les questions de responsabilité sociale depuis déjà plusieurs années. Merci Thierry. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Heureux de présider cette session du matin, très chargée mais sans doute très riche. Et je demanderai bien sûr à tous les intervenants d'essayer de respecter les délais car il y a beaucoup d'interventions qui sont prévues. Elles ne sont d'ailleurs pas toutes sur votre programme. Nous allons avoir d'abord un premier panel avec 3 intervenants qui vont donner des témoignages. Ce ne sont pas des conférences, ce sont des témoignages. Et je leur demanderai de ne pas dépasser 10 minutes, vraiment maximum, des témoignages d'exemples concrets, justement, de responsabilité sociale, sociétale, vécue par l'université qu'ils représentent là où ils sont. Et nous allons avoir une université catholique d'Europe, d'Italie, de Milan exactement. Nous aurons une université catholique du Mexique et nous aurons une université catholique du Liban, comme il se doit le jour de la Saint-Charbel. Mais ce n'était pas tout à fait prévu, mais ça tombe bien. Donc je vais d'abord appeler, ensuite nous aurons une deuxième partie avec 5 personnes situés dans des organismes comme l'UNESCO, comme des fondations et comme aussi des entreprises qui réagiront à ce qu'ils ont entendu. Nous connaissons bien la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Comment ces entreprises peuvent réagir par rapport à la responsabilité sociale, sociétale des universités, Même défi, chacun à sa place propre et en collaboration. C'est bien ça que nous voulons promouvoir avec les valeurs de l'enseignement social de l'Église qui nous traversent. Je vais donc appeler le premier orateur, sachant que je ne suis pas sûr que nous ayons beaucoup de temps pour la discussion tous ensemble ici, mais nous aurons ensuite des ateliers dont on parlera, qui seront le lieu justement privilégié de la discussion. Nous allons avoir donc les 3 premières interventions dans les 3 langues officielles, puisque notre ami italien parlera en fait en anglais. Ensuite, nous aurons de l'espagnol et enfin du français. J'appelle tout de suite Pierre Sandro Cococelli, qui est le recteur délégué de l'Université catholique du Sacré-Cœur à Milan et pour les responsables internationaux. Mais ce n'est pas forcément uniquement à ce titre-là qu'il intervient, puisqu'il est un spécialiste de microbiologie et d'alimentation. Et c'est justement son expérience forte, doublée aussi du fait qu'il est membre du comité scientifique de la Fondation pontificale Gravissimum Educationis et qu'il a beaucoup travaillé aussi comme expert européen auprès de la European Authority of Good Safety. Une belle expérience, c'est un scientifique et nous aurons ensuite l'expérience d'une scientifique des sciences humaines et sociales et ensuite l'expérience d'un littéraire, philosophe et théologien. Merci Pierre de nous donner cette première intervention et je vais juste surveiller le temps si tu le permets. Keep the time for me. Good morning, everyone.
It's a great pleasure for me to be here and try to summarize in 10 minutes what we are doing as Università Cattolica del Sacro Cuore on the social responsibility issue. But before starting, let me say what is the definition of university social responsibility according to a university network that has been recently created in 2015. So it's extending our traditional mission in development solution for economic, social, and environmental problems. But if you look carefully, this was clearly summarized in 1990 in the Apostolic Constitution Ex Corde Ecclesiae, which clearly states what is the mission of a service for a Catholic university. So we have to be proud to be part of this network of Catholic universities for a group of universities for which the social responsibility is part of our DNA. This is, under this perspective, I think that the three keywords that Pope Francis highlighted during a recent meeting chaired by His Eminence Cardinal Versaldi in Rome a few weeks ago really reflects what we have to do as university: the identity, the quality in education research, and the common good. So we have to, our first social responsibility is to educate the younger generation, giving them an ethical perspective in addressing the complexity of the social problems nowadays and having as a target the common good. And when we talk about higher education, you know that we have three missions in universities: higher education, teaching, research, and the third mission, the social services. And actually, the university social responsibility sits really in between these three main missions. And I will try to summarize what we are doing in Milan, Rome, and Piacenza and Brescia. Just to remember, my university is a university with more than 40,000 students. The academic staff is 1,500 professors, and the administration even more. So it's pretty complex structure, and I will try to give you just some examples. And first example is our customers. Our customers are students. And when we think about social responsibility, we identified two main targets. First is the financial assistance, and the second is students with disability and specific learning disorders. Financial assistance. We are a private university. The contribution from the Italian government is extremely low, so tuition fees are our main income. It's different from other Catholic universities in other countries. And so we need to think at the low-income families, and we are developing a system in which merit and low income is taken as condition for a financial support, like no tuition fees, a specific scholarship. We have also some merit scholarship for high-performing students and mobility funds just to stimulate internationalization among the younger generations. And we have almost more than 3,500 beneficiaries. You think it's almost the 10% of our student population, and it's an investment close to 10 million euros for our universities. But let me speak a bit more on students with disabilities and specific learning disorders. This for us is an important target. We have designed almost 10 years ago a specific guidance in our university to manage this problem. And the first point is the senior management commitment. So the senior management of our university, the rector, the administrative director, the senate, they really committed to all the university to take care of this. And we have designed guidelines for students with problems, for other students, for academics, how we have to manage students with disability and specific learning disorders, and for the administration. And this has been quite successful stories, because over the last 4 years, we have almost doubled the number of students attending to our universities having disabilities. And let me say, most of them with very successful academic story. A second point that I would like to show you is the international solidarity and international cooperation. We have a specific center that is taking care of it. It's a transdisciplinary center that is
interacting with all the 12 faculties of school of Università Cattolica del Sacro Cuore. We have more than 200 projects ongoing, but let me focus on what we call the charity work program. Is something which is related to service learning and student engagement. We give specific scholarship to students. This year we are 55, we are looking more funds to increase this number. 55 were supported by universities. Some of the students goes with their own financial support, and they spent a period, generally 1 month, and during the summer break, so in these days, in developing countries, working on NGOs and mission, and doing something that is related to their program. So a student from my faculty of Food and Agricultural Sciences is working in a food agricultural area in Africa or in Asia or in Latin America. And we have 55 positions, we have something like 300 or more applications, and are increasing year by year, and this reflects the interest of our students for service learning activities. Research. Sometimes it seems that combining research with the university social responsibility is complex. Actually, it's true. You know, our research is to be competitive, very focused, high level. We have to publish on good papers. And we have created, just to try to solve this problem, what we call Centri di Ateneo. It's difficult to translate in other languages, but are not research centers, are multidisciplinary centers over the 12 faculties, which are taking care of some strategic topics, such as bioethics, life, family, the social doctrine of the church, the food issues, actually I'm chairing this one, and the regional development. Just an example of how higher research can be transferred in some practical application, and we know that there is a huge problem with the food waste. And you know that we waste a lot of food, and some of this food can be reused, and mainly reused by what we call the Second Life for poor people. And so, working in collaboration with Caritas Italiana and the Italian Food Bank, we have developed, and together with the Italian Ministry of Health, we have developed a guidance how to deal with these nasty bacteria. These are actually what I study in my research, which can cause disease when you think that the food is reused for charity organization. And we have engaged students. So one of my classes was involved, and they identified the best practices to be applied. We had a number of consultations with stakeholders, the donors, such as the big retail systems. We had, again, a contact with the Solidarity Organization, Caritas, and food banks. And then we got the approval of the Minister of Health, and this is something that is now used in production and transformation of food and recovery of food for poor people. Third mission. Sorry to try to keep the time as short as possible, but third mission is the valorization of knowledge and its transfer to the open society. And we have a number of projects ongoing, such as the spin-off incubators and startup companies, lifelong learning, public engagement, and cultural and scientific dissemination. And we do it actually again, having a senior management commitment. That we have a specific professor, which is Professor Molteni, that is responsible for the third mission, and he's organizing and coordinating all the activities in our universities. We have a system of alte scuole, I will explain you soon. We interact with foundations, and we have a specific publishing company, which is Vita Pensiero, that is publishing our papers on this topic. And the alte scuole is a way in which faculties can interact with stakeholders. So our learning communities in which we have long life learning, public engagement, knowledge technology transfer, and you can see again that we cover a number of areas such as media and communication, enterprise and society, psychology, health management, law, environment, and so on. And just making you a very simple example, this is Altis, is taking care of society and entrepreneurship.
Work in collaboration with a foundation which is called E4Impact, is supported by some donors in Milan. They are developing, mainly in Africa, a program on global Master of Business Administration in impact entrepreneurship. So it's a 1 year and a half program. It's a dual degree between Università Cattolica and an additional university in Africa. You can see the countries that are involved. Completed. The countries that are involved: Kenya, Ghana, Sierra Leone, Uganda, and so on. We start with 1, and now we are at 9 different interventions and cooperation. And the idea is to take people that are already are young students, young entrepreneurs that have a good idea, and try to transform it in something that is concrete, is bankable, can get money, can define a business plan, and can encounter founders and other potential partners and investors. So, concluding this very short presentation, let me conclude this with this word. Only by changing education we can change the world. Again, it's part of the address that Pope Francis made few weeks ago. The same sentence was said yesterday. I think this is what we are really as a beacon for us. We have to take care of it, and when we think of the social responsibility, and when we have always to remember that we have a responsibility. The first responsibility is to try to educate younger generation in a better level that we can do. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Pierre, de cette présentation stimulante et bien dans les temps. Merci beaucoup. Vous pouvez rester sur le panel, bien sûr. L'éducation qui peut à la fois changer le monde et changer beaucoup de choses. Justement, nous allons avoir une deuxième intervention par le docteur Yadira Robles Irazoqui de l'Université du Mexique de Valle de Atemajac. Je prononce sans doute pas très bien, vous le ferez mieux que moi, qui est une spécialiste cette fois, après la microbiologie et l'alimentation, une spécialiste des sciences humaines et sociales, de l'éducation aussi, de la jeunesse. Donc merci beaucoup d'intervenir en espagnol. Ça sera la première conférence en espagnol de cette rencontre. Elle est la bienvenue. Merci. Gracias. Gracias. Buenos días y muchas gracias a todos, especialmente a las personas de esta bella universidad que nos han hecho sentir como en casa. Yo les voy a hablar de la experiencia de mi universidad y es para mí un privilegio y una bendición estar frente a ustedes para compartirles lo que nosotros hacemos desde la institución. Para dar inicio voy a proyectar este video. No es este. The Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, is a private Catholic university founded in 1962 as the first school of journalism in Western Mexico. Throughout its history, UNIVA has become one of the top 25 most prestigious universities in the country. Contributions to the development of innovative models in higher education distinguish our institution, such as the design of its own pedagogical model, which promotes an active learning role in students. The design and implementation of the first model of distance university in the west side of the country, UNADIS, as well as the creation of the Impulso system, a blended learning option that allows students to work full-time. We guide the academic community towards the fulfillment of human maturity and the Christian community towards living and experiencing a mature faith. We accept differences between people and promote plurality on thought as a principle of cultural richness and social unity. La Universidad del Valle de Atemajac es una institución educativa que basa sus principios en un documento que escribió San Juan Pablo II, que se llama Ex Corde Ecclesiae, del corazón de la Iglesia. En este documento
el Papa hace una normativa que rige, que exhorta, que anima la educación bajo el signo de la trascendencia. Esta casa de estudios tiene como finalidad el cultivar y el promover la dignidad humana. También está preocupada por alcanzar niveles de excelencia académica, así como la de cultivar la herencia cultural. Our university offers academic programs starting from the high school level, undergraduate, master's and doctorate degrees, continuing education and distance learning. Such academic offer is divided into 5 schools. UNIVA relies on a network composed of over 300 agreements with business and social organizations. Furthermore, our university hosts a well-recognized language center, a center for social and business liaison, and an information center for exports. Our main campus is located in the city of Guadalajara, the second urban concentration in the country, within the central western region of Mexico, host of the 10 campuses that compose our university system. Our region is considered the second most important economic area in Mexico and one of the richest in traditions, history, and cultural background, contributing to the 18th% of the total GDP of the country. It encompasses some of the country's most important clusters, among which are found those oriented to information technologies and industries, such as creative, agro-industrial, automotive, fashion, design, and aerospace. Being the largest university of the Catholic Church in Mexico, UNIVA has been developing for the last 25 years its own philosophy of internationalization, inspired in the comprehensive internationalization model developed in the United States, together with the principles of the Apostolic Constitution Ex Corde Ecclesiam. UNIVA holds more than 100 international agreements with partners in North America, Europe, Latin America, and Asia, and we participate in several networks that strengthen our international reach. Every year, UNIVA welcomes students from the United States and Canada in short-term programs, and students from Europe and the Americas on exchange mobility programs. The university also runs the Global Summer Initiative for visiting professors from partner institutions. We are a proud recipient of the 100,000 Strong in the Americas initiative in joint collaboration with the Metropolitan State University of Denver. UNIVA is also strongly committed to collaboration in Mexico. We have an active involvement in the Jalisco Consortium of Internationalization of Higher Education. The university is also a member of FIMPE's mobility program called SUMA, as well as other exchange platforms such as ANUYES and the Mexican Academy of Science. Make yourselves at home. This is UNIVA, Universidad del Valle de Atemajac, a truly great option as a project of life. The Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, is a private Catholic university. Bien, quiero compartir con ustedes que la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy es por haber recibido la invitación de la FIUC a participar en un diagnóstico que se está haciendo actualmente respecto a la participación de las universidades católicas en el tema de la responsabilidad social. En ese sentido, fue para nosotros muy grato participar en este proyecto, dado que durante su desarrollo nosotros descubrimos la gran participación que tenemos en el tema de la responsabilidad social, porque vale la pena recordar que la responsabilidad social se teje también en lo cotidiano, en el día a día de las instituciones. Después de haber participado nosotros en este diagnóstico, fuimos capaces de concentrar nuestra responsabilidad social en 9 líneas de trabajo. Primero, desde la identidad y el perfil universitario, luego desde la vida académica formativa, que es todo lo relacionado con la vida estudiantil,
En el cuidado y acompañamiento de sus empleados, UNIVA es una gran institución para trabajar en ella. Claro, la responsabilidad social desde la inclusión, desde el trabajo que se hace para la comunidad en la que estamos insertos, también en el cuidado del medio ambiente, la actividad económica, la infraestructura, la seguridad y la salud. Y todo ello lo respaldamos con distintas acreditaciones y reconocimientos que tenemos por organismos externos que validan el trabajo que nosotros hemos hecho en el tema de la responsabilidad social. Por el tiempo que tengo para ello, me concentraré solamente en algunos de estos aspectos, los que a mi juicio es más representativo, de mayor impacto. Solamente precisar, nosotros somos una institución que diariamente recibe alrededor de 7,000 personas, 3,500 y fracción en el grado de licenciatura, otros tantos en posgrado, y diariamente asisten también a nuestro campus alrededor de 1,800 personas de formación de bachillerato. Trabajamos ahí alrededor de 1,010 personas distribuidas entre personal académico, personal administrativo y demás empleados que colaboran ahí. La responsabilidad social en nuestra institución está sustentada en 5 documentos generales que inspiran el trabajo del día a día. Son documentos guía, pero también documentos normativos, y quizá el más valioso para el tema de la responsabilidad social sea el documento Compromiso Social de la UNIVA, en el cual se establecen algunas estrategias para que nosotros logremos llevar a bien el tema de la responsabilidad social. En la vida académica, en el trabajo que hacemos diariamente con nuestros estudiantes, tenemos nosotros la formación a través de 13 materias institucionales, y durante su desarrollo en distintas etapas de estas asignaturas, nosotros cubrimos la formación del estudiante en temas sociales, humanísticos, en el manejo de los idiomas y, por supuesto, en la inserción empresarial, que no es un tema que nosotros podemos dejar de lado. Una de las cuestiones por las cuales nosotros nos sentimos más orgullosos en temas de la responsabilidad social son las becas que la institución provee a sus estudiantes para el desarrollo de sus estudios. Permítanme contextualizarles un poco. Nuestra universidad está rankeada dentro de las 4 más costosas de la ciudad. No es una institución accesible para la mayoría de los estudiantes mexicanos, y ante ello la universidad, cuyo financiamiento es únicamente a través de la matrícula que recibe, ha logrado pues otorgarle una beca al 52.8% de sus estudiantes. Esto es alrededor de 1,800 estudiantes con algún tipo de beca de las que se enlistan ahí, pudiendo ser esta una beca de excelencia, de compensación deportiva o cultural. También se estableció la beca por defunción de algunos de los padres, porque era un problema latente en nuestra institución cuando el tutor o la persona a cargo de pagar la colegiatura ya no estaba pues en compañía de los estudiantes, y se optó por esta forma de beca. Además de este porcentaje, de decirles que alrededor del 80% de los empleados hemos recibido algún tipo de beca para estudiar ahí mismo en la universidad o en otras universidades con las que la universidad tiene convenio. Esto es muy digno para nosotros en el contexto de México, donde el acceso a la educación, si bien es un derecho público, no es tan eficiente como a veces se lee en los papeles legales del país. En el tema de la responsabilidad social, una vía a través de la cual los estudiantes pueden estar en contacto con la generación de conocimiento, pero también con la intervención en la comunidad, son los proyectos de investigación, especialmente aquellos que se desarrollan bajo la línea de desarrollo comunitario y problemática social, en donde a través de distintas líneas de trabajo los estudiantes pueden insertarse en
en el análisis y la mejora de esa realidad social en la que nosotros estamos insertos. Para ello, para coordinar el trabajo que se hace con las comunidades, contamos con un centro de desarrollo comunitario que es el que involucra a los estudiantes en el compromiso que tenemos con la comunidad para el bienestar de las personas. Y todo ello está comprometido con 5 de las asignaturas del currículum institucional que yo les comentaba antes. En el tema del cuidado y acompañamiento de los empleados, también es un orgullo para nosotros decir que la UNIVA ha desarrollado un trabajo importante para la inserción laboral de la mujer. En México aún es un problema, como en muchos países, la desigualdad de género, la brecha generacional, y la UNIVA ha hecho un trabajo muy importante para el acompañamiento de las mujeres profesionistas, sobre todo en el cuidado de los hijos, abriendo distintas actividades para el desarrollo de estos niños, obviamente con el apoyo y el financiamiento de la institución. Hay muchas otras cosas que yo podría compartirles, lamentablemente el tiempo es poco. Agradezco nuevamente la posibilidad de estar aquí y quedo abierta para cualquier diálogo posterior que ustedes consideren que sea fructífero para ustedes y también para nosotros. Muchas gracias. UNIVA es su casa. De parte del rector les doy el mensaje de bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias pour ce témoignage venu du Mexique. Je retiens notamment que vous avez une charte constitutive, une charte sociale, si j'ai bien compris, dans votre établissement, et ça pourrait être l'occasion dans les ateliers de se partager le contenu de ces chartes si d'autres universités ont fait de même. Nous allons passer au 3e et dernier témoignage de ce panel en appelant Salim Dakash, le père Salim Dakash, jésuite, recteur de l'Université catholique Saint-Joseph au Liban. Donc bonne fête aussi à tout le Liban à travers la Saint-Charbel, et qui est lui un littéraire et un philosophe et un théologien, et qui à travers son rectorat à l'Université Saint-Joseph est bien placé pour nous parler justement de ces liens, et en particulier dans le dialogue chrétien-islam, musulman, là où il y a aussi beaucoup à faire dans ce domaine de la responsabilité sociétale de nos universités. Merci beaucoup, et tu as la parole bien sûr. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas parler de dialogue islamo-chrétien, mais présenter à votre assemblée quelque chose de caractéristique de notre université Saint-Joseph de Beyrouth, l'opération 7e jour, où on fait aussi, disons, du dialogue islamo-chrétien. L'opération 7e jour, c'est la plateforme communautaire et universitaire propre à notre université, par laquelle elle assume sa responsabilité sociale dans 3 domaines dans le contexte libanais. Premièrement, l'aide directe en soins de santé, de réparation de logements et dispense de nourriture lorsqu'il y a lieu. Deuxièmement, la formation de ressources humaines dans l'un des 7 axes retenus par l'opération. Et troisièmement, développer le sentiment de citoyenneté nationale chez les étudiants et auprès de la population, loin du repli sur soi confessionnel et communautaire. Le Liban étant fait de 17 ou 18 communautés différentes confessionnelles. Le but ultime du 7e jour est de former des citoyens responsables et non seulement des têtes bien faites ou des compétents dans leur domaine professionnel. Le titre 7e jour trouve son origine dans le livre de la Genèse, comme vous le savez.
Lorsque Dieu a tout créé en 6 jours, le 6e jour, ce fut l'apparition de l'homme. Dieu s'est reposé le 7e et le texte dit « Il sanctifia le 7e jour ». Dieu se reposant, c'est l'homme qui est appelé à continuer l'œuvre de Dieu, une œuvre de création et de restauration. La ligne directrice principale de l'opération, 7e jour, c'est la solidarité avec la société, toute la société, appuyée sur le bénévolat, sur le volontariat. Ainsi, elle cherche à réaliser la 3e mission de l'université, de toute université, le service de la collectivité, après l'enseignement et la recherche. L'opération fait partie de 2 réseaux internationaux, le réseau social universitaire Talloires, et d'ailleurs elle a eu un prix, le 2e prix Talloires, il y a quelques années, et le réseau social des universités américaines, quoique nous ne sommes pas universités américaines du Moyen et du Proche-Orient. Quand l'opération est née, en fait, c'est en juillet 2006, au cœur de la guerre entre le Hezbollah et Israël, que l'idée de cette plateforme est née. Le sud du pays est vidé par sa population estimée à 350 000 habitants et c'est partout la désolation. L'université Saint-Joseph prend rapidement conscience de la nécessité de se mobiliser. Déjà, des groupes de professeurs et d'étudiants se sont constitués spontanément au long de l'université pour venir en aide aux réfugiés. C'est dans ce contexte que le conseil d'université décida de lancer une vaste opération d'aide au nom de sa responsabilité sociale. Il donna donc comme nom à l'action l'opération 7e jour. Pour donner un exemple de l'aide qui a été faite en 2006, il y a eu des moments où dans les cuisines de l'université, parce que nous avons une école hôtelière assez importante, on préparait des repas quotidiens pour 10 000 personnes sur à peu près 3 mois. Un service de 50 camions avait été mis en place pour distribuer la nourriture. La faculté d'ingénierie avait réparé pendant 6 mois à peu près quelques 3 000 habitations. Qu'est-ce qui caractérise cette opération aujourd'hui? Elle est constituée de bénévoles, étudiants, enseignants, personnel administratif, même si parfois des actions sont comptées comme activités universitaires à titre de stage ou d'activité pratique. Mais il faut avoir l'autorisation du recteur, toujours, pour ne pas perdre, disons, justement, le sens, disons, de cette action. Ce n'est pas une ONG, mais dans ses activités, elle travaille avec les ONG, les NGO, les organismes internationaux, les ambassades, chaque fois que c'est possible, parce qu'il faut financer tout cela. Sinon, avec les ministères surtout de l'éducation, la santé, les affaires sociales, la justice et l'intérieur. Après la guerre, aujourd'hui, notre préférence est de travailler pour le développement des capacités et des compétences professionnelles, là où nous sommes appelés à le faire. L'opération 7e jour travaille avec ceux qui souffrent et peinent aussi, comme les réfugiés, qui veulent promouvoir aussi leur quotidien à quelle communauté religieuse qu'ils soient. Nous travaillons surtout avec les marginaux, avec des quartiers délaissés, avec des régions lointaines de Beyrouth surtout. Par exemple, nos 2 dernières actions en 2018 ont eu lieu dans le Akkar, c'est-à-dire une centaine de kilomètres loin de Beyrouth. Vous savez, le Liban est assez petit, donc 100 kilomètres pour nous, c'est très loin. Donc, dans cette région qui est plutôt musulmane, nous avons envoyé quelques 350 volontaires et nous avons à peu près touché 2500 personnes qui ont été, disons, initiées dans des domaines comme ceux de la santé, l'éducation, etc. Et surtout la jeunesse, parce que dans cette région, il y a pas mal de problèmes d'addiction à la drogue, donc il y a une équipe qui a travaillé avec les jeunes.
Nous travaillons justement avec nos jeunes ingénieurs et les infrastructures des villages pour les optimaliser ou les réparer. Nous essayons de travailler avec des personnes multiplicatrices. Par exemple, l'année dernière, en 2017, il y a eu une formation de 90 responsables femmes, travaillons sur la condition féminine surtout, de dispensaires de tout le pays, donc afin d'améliorer le fonctionnement de ces dispensaires. Et chaque, femme responsable avait aussi à former, en allant chez elle, le personnel des dispensaires. Au niveau de l'université, l'opération est dirigée par un comité de pilotage de 10 personnes. Et dans ce comité de pilotage, il y a 3 adultes et 7 étudiants, toujours. Il y a une difficulté quand même à réunir le comité de pilotage de tous les étudiants, qui sont pris pas mal de choses et par les études, mais on le fait. Dans chaque faculté, il y a une cellule, ou bien 2 ou 3 facultés peuvent avoir une cellule. C'est le doyen ou son délégué qui en est le responsable, avec un comité d'enseignants et d'étudiants. La seule personne permanente de cette structure, 7e jour, qui est payée pour ça, c'est une animatrice sociale dont la tâche est d'encadrer, de coordonner et de trouver des moyens afin de réaliser les activités du 7e jour. S'il y a des projets par cellule de chaque faculté ou de l'ensemble de facultés, il y a aussi des projets fédérateurs qui impliquent l'ensemble des facultés et des spécialisations. Par exemple, à Beyrouth même, dans un des quartiers, je ne veux pas dire pauvre, mais un quartier très modeste, assez vétuste, ces structures sont vieilles, oui. C'est le quartier Mdaoua de la Quarantaine. Il y a 2 ans, nous avons impliqué toute l'université afin de restaurer le jardin du quartier. Et ce fut vraiment, disons, un travail communautaire qui a impliqué pas mal de facultés afin de restaurer ce jardin. Quels sont les axes de cette opération, les axes les plus forts pour nous aujourd'hui? Le développement de la citoyenneté et des droits de l'homme. 2, la culture et le patrimoine. 3, le dialogue et la médiation. Nous avons un CPM, un centre professionnel de médiation qui travaille beaucoup avec nous aussi. 4, l'environnement et l'urbanisme. 5, l'éducation et le développement social. 6, la gestion, l'économie et l'entrepreneuriat. Et 7, la santé et le développement humain et des infrastructures. Nous avons privilégié ces 3 dernières années une action de fond, je peux le dire, c'est auprès des réfugiés. Parce qu'au Liban, actuellement, il y a les 400 000 à peu près réfugiés palestiniens depuis 1947, mais depuis 4-5 ans, nous avons aussi la population réfugiée syrienne, qui est de l'ordre de 1 200 000 à 300 000 personnes, pour une population du Liban qui ne dépasse pas les 4 millions. Donc, il y a à peu près le tiers de la population libanaise qui est faite de réfugiés. Et le JRS, le Jesuit Refugee Service, a installé 4 écoles dans le pays. C'est une institution, disons, de la Compagnie de Jésus internationale. Et en tant qu'université jésuite, je suis même moi-même jésuite, ça a été dit, l'université a été fondée en 1875 déjà par les jésuites, donc depuis nous continuons. Nous avons travaillé et nous travaillons depuis maintenant, disons, 3 ans avec les réfugiés syriens et irakiens, et dans le cadre justement de ces écoles ou de ces centres d'aide aux réfugiés qui ont été installés par le JRS, le Jesuit Refugee Service. Donc, l'École supérieure des ingénieurs de Beyrouth a travaillé là-dedans pour la réparation de la salle polyvalente d'une école, et puis ils assurent la maintenance des centres. La faculté de médecine assure les visites médicales pour les enfants, etc. C'est toutes, je pense, pas mal de facultés et d'écoles travaillent, comme par exemple l'Institut supérieur d'orthophonie, à qui a été fait appel pour accompagner les enfants, parce que ce sont des enfants traumatisés par la guerre.
Donc, ils assurent d'une façon continue, maintenant depuis 3 ans, je pense, ils ont dû travailler auprès à peu près de 700 enfants pour les aider à mieux parler, à dépasser les traumatismes de la guerre et des déplacements. La faculté des sciences de l'éducation, je voudrais m'arrêter sur ça parce qu'elle fait un travail très important, parce qu'elle est en train de coiffer, de superviser tous les programmes des écoles, du JRS, et même elle travaille aussi en Irak, à Erbil, pour superviser le programme qui est lancé là-bas par le JRS. Bon, la question de la résilience et de la résistance interne des réfugiés est prise en charge par le département de psychologie qui a signé même, disons, un contrat sur cette question avec la... Je termine avec le JRS. Je termine, pour donner une idée de de notre programme pour 2018-2019. Vous voyez, nous anticipons, et surtout pour cette assemblée. Donc, dans le domaine de la santé, nous allons avoir plusieurs projets qui impliquent, j'ai oublié de le dire, l'hôpital Hôtel-Dieu de France, qui est de à peu près 500 lits, est impliqué dans cette affaire aussi, en assurant des formations des médecins dans les régions éloignées, en assurant des consultations médicales. Par exemple, l'hôpital a été récemment dans un village le plus lointain du Liban qui s'appelle Kar, qui est un village chrétien, où il a assuré 2 journées justement de consultation, et ça a été la joie vraiment pour la population là-bas, pour sentir, disons, cette affection et puis cette compétence aussi venant chez eux afin de les aider. Organisation de foires de la santé, éduquer et prévenir, etc. Un grand projet qui coûterait quelques 45 000 $. L'éducation et la prévention scolaire, là aussi, nous avons plusieurs projets que nous voulons mettre en route. Nous avons aussi, dans ce domaine de la sauvegarde du patrimoine, le Cana, ça vous dit, le Cana de l'Évangile qui est au Liban, qui est au sud Liban. Nous venons avec le gouvernement italien, avec une aide du gouvernement italien, de restaurer le site avec le département d'environnement et de tourisme de l'université. Et vraiment, c'est une joie parce qu'on l'a inauguré récemment et ça a été quelque chose. Mais on continue, disons, à travailler dans ce site afin de l'améliorer et de lui donner plus de rayonnement. Je termine. Voilà, merci beaucoup, disons, pour votre écoute. Nous travaillons sur l'éducation à la paix. C'est un point aussi très, très important. Nous venons de terminer un camp pour les jeunes de la Bekaa, de la région qui est à côté de la Syrie, des jeunes qui sont aussi influencés par la guerre et les conséquences de la guerre. Donc, nous continuons, disons, à ce niveau-là pour vous dire enfin que la responsabilité sociale de l'université, c'est l'égal de la charité. Ça coûte de l'engagement du cœur et de l'esprit, mais de l'argent aussi. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Salim, de ce très beau témoignage. Comment, au cœur d'une guerre, un chemin vers le 7e jour s'ouvre, et très concrètement à travers l'ensemble des facultés d'une université. Magnifique témoignage. Nous avons terminé cette première partie. Je remercie les intervenants. Je sais qu'il faut toujours garder le temps et qu'on aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais l'essentiel peut se dire aussi en quelques mots. Et nous allons du coup demander aussi à un panel de réactants, de personnes qui vont réagir en moins de 5 minutes, s'il vous plaît, de pouvoir dire justement, en entendant ces témoignages, à partir de votre propre expérience, bien sûr, d'industriels, d'économistes, de responsables engagés dans des organismes internationaux ou des fondations ou des entreprises habitués à pratiquer la responsabilité sociale et sociétale. Comment vous voyez la responsabilité sociale des universités à travers ces exemples et à travers votre propre expérience? Je vais d'abord appeler Pierre Calam,
s'il veut se rapprocher du micro. Pierre Calam, on le remercie beaucoup parce que c'est lui qui nous a beaucoup stimulés pour cette session. Un jour, il est venu à l'Université catholique de Lyon et nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la responsabilité sociale, sociétale? Il faut vous bouger. » Et il avait bien raison de venir nous bouger. Et il est bien placé pour cela, puisque aux fonctionnaires ayant eu de différentes positions dans les secteurs de l'urbanisme, du logement, de la coopération internationale, également secrétaire général d'Usinor, un grand groupe industriel dans la sidérurgie française, mais aussi directeur général de la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme. Il a conduit à beaucoup de monde à écrire une charte, la charte des responsabilités humaines, dans une assemblée mondiale des citoyens en 2001, et depuis, il promeut cette responsabilité sociale des citoyens et notamment de nos universités. Alors, Pierre, devant ce que tu as entendu, devant ce que tu connais, comment tu peux continuer de nous stimuler pour notre responsabilité sociale, troisième mission des universités catholiques? Je crois que les témoignages entendus sont passionnants. La question qui nous est posée, qui vous est posée, c'est est-ce que tout ça est bien à l'échelle? À l'échelle de deux propos récents du pape François, à la fois Laudato Si, qui constate, avec beaucoup d'autres, que tout simplement l'humanité est en train d'aller dans le mur, et avec les propos qui ont été rappelés, que c'est à l'éducation que revient la responsabilité, une responsabilité en tout cas éminente, de changer le monde. Tout le monde parle actuellement de responsabilité, ce ne sont que des rides à la surface de l'eau. Des rides à la surface de l'eau. La réalité est que nos sociétés sont maintenant à irresponsabilité illimitée. Au XIXe siècle, on a inventé la société à responsabilité limitée pour permettre le développement d'entreprises. Aujourd'hui, nos sociétés sont à irresponsabilité illimitée. Nous allons dans le mur, ce n'est la faute de personne. Chacun se renvoie la balle. D'où la question, quel peut être le rôle de recherche et d'enseignement des universités face à cette situation, face à une situation où les États, les entreprises, les institutions financières, les institutions de recherche, les institutions d'éducation continuent à perpétuer une société à irresponsabilité illimitée. Je crois que la question qui est posée à la FIUC et à chaque université au plan individuel et à chaque enseignant au plan individuel, c'est est-ce que mon action est à l'échelle des défis concrets du XXIe siècle? Notre ami de Milan a rappelé l'importance de former les étudiants aux tenants et aboutissants du monde actuel. Plus profondément, avons-nous une vision claire des défis du XXIe siècle, de la manière de les relever et de la manière pour chaque acteur, à la hauteur de son savoir et à la hauteur de son pouvoir, d'agir sur ces transformations? Or, les réflexions internationales ont montré que le problème est extraordinairement simple, qu'il y a seulement 4 défis au XXIe siècle, qu'il faut arrêter de se dissimuler derrière la complexité qui ferait que seuls les experts peuvent comprendre. Il n'y a que 4 défis au XXIe siècle. Le premier, c'est de construire une communauté mondiale de destin. Et vous voyez que toute l'évolution politique actuelle va à l'opposé. États-Unis first, UK first, Europe first, China first. Nous allons exactement à l'opposé de cette communauté de destin. Comment l'universitas, à son sens profond,
peut répondre à cette question. Deuxième défi, nous ne pouvons construire un monde vivable qu'un monde responsable, mais pas au sens de la responsabilité sociale, au sens de la capacité à répondre de nos actes à la mesure de notre savoir et de notre pouvoir. Pourquoi y a-t-il irresponsabilité illimitée? Tout simplement parce que la responsabilité reste contenue dans une définition ancienne qui ne prend absolument pas la mesure de la mondialisation, absolument pas la mesure de l'impact de l'humanité sur le reste du monde vivant. Donc comment nous travaillons ensemble à faire de la responsabilité, à ce sens, de répondre de nos actes et de notre pouvoir sur le monde, le cœur des régulations du XXIe siècle. Le troisième défi, c'est que nos modes de gestion de nos sociétés, qu'il s'agisse du fonctionnement des États, qu'il s'agisse du fonctionnement international, n'est absolument pas à la hauteur ni de la complexité du monde, ni des interdépendances au niveau mondial. Comment développez-vous dans vos recherches, dans votre enseignement, une approche nouvelle de la gouvernance, de la gestion des sociétés, qui soit à l'échelle de ces interdépendances? Et enfin, comment réorienter radicalement le modèle économique? Pour l'instant, la responsabilité sociale des entreprises se limite à donner un peu de surcroît de sens quand les actionnaires veulent bien le permettre. Il est évident qu'on n'est absolument pas à l'échelle. On n'est absolument pas à l'échelle au niveau de la responsabilité des institutions financières. Donc comment repensons-nous ensemble? Comment formons-nous les étudiants qui géreront le monde dans 50 ans à cette réorientation radicale du modèle? Bien entendu, chaque université, prise séparément, peut, comme le font tous les autres acteurs, avancer son impuissance individuelle en disant « je ne suis pas à l'échelle de ces problèmes ». Aucun des acteurs n'est à l'échelle du problème. Mais chacun doit prendre sa part et surtout, c'est le défi immense de la FIUC, les acteurs internationaux s'unir pour créer du pouvoir. Voilà, je crois, les défis réels que représente pour vous cette conférence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Tu restes avec nous, Pierre. Oui. Merci beaucoup. Je vous ai dit qu'on serait stimulé, voilà, à nous de proposer, et en particulier dans les ateliers tout à l'heure, quelques réponses à notre échelle, du local au global. Hein. C'est le thème. Deuxième intervention, deuxième réaction. Nous remercions beaucoup Madame Anna Cristina Daddio de l'UNESCO, analyste politique, devenir une spécialiste justement de l'éducation financière, on pourrait dire, hein, et de cette vision du monde, ayant travaillé aussi à l'OCDE avec toute cette expérience provenant de cette vision globale de l'économie. Merci de nous dire, nous qui sommes des éducateurs, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu et comment vous nous stimulez dans cette responsabilité. Thank you. So first of all, I would like to thank you for having me here. It's a really great honor to discuss in this context and this very topical subject. So I would like to start going back because we have heard many things today and yesterday, but there is one thing that really matters for the topic we are discussing, the social responsibility of university. And it is the SDG agenda, the Sustainable Development Goal agenda. So what has changed and why it is important to discuss higher education in this context? Because for the first time in 2015, higher education has come into the agenda. And this has changed a lot of things. Because first of all, the Agenda 2030 is a universal agenda. It covers all the countries, and it goes beyond access to education. And higher education is really as a strategic and core role to play in this agenda. Just very shortly, because I'm sure you know it, but SDG 4
in the agenda is about ensuring inclusive and equitable quality education and lifelong learning opportunities for all. This is a very ambitious agenda already. There are at least 3 targets within SDG 4 that are really relevant for higher education. Target 4.3, by 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including higher education. The 4.7, by 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including education, global citizenship, and cultural diversity. And then 4.b is by 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries for enrollment in higher education in developed countries and other developing countries. Now, clearly, in this agenda, the role of university is really key. Higher education, what is the aim? Is to foster personal development and educate citizens who are responsibly informed and committed to a better future, and create a system capable to anticipate the needs of society and individuals. However, this, and this is really the role of university, this should go well beyond economic growth. So this means try to create and to understand and to develop a concept of development that is much more comprehensive, going beyond material development, including moral, humanistic, affective development. And this should guide the fact that sustainability should be the aim of university. What does it mean? This means that sustainability should be incorporated in the strategies of university. Governance of university should be in line with the SDG agenda. This means green campuses, campaign on recycling, water waste, etc. But this means also that to build a socially responsible university, we should not forget at least 2 key issues: quality of education. Quality of education is really an important issue, and what has changed in this agenda? The quality and inclusivity of education. This means leave no one behind. This means that we should think about affordability. Affordability, when you think about the poor and the richer countries, we realize, and some evidence we have produced for the Global Education Monitor report in 2016, we see that in poor countries, only 1% of the individuals achieve 4 years of higher education, compared to 20% in high-income countries. When we look at the cost of higher education, we realize that for example, in 28 EU countries, this represented 15% of the budget of household. But this cost of higher education reached 46% in the United States, 55% in Chile, and it represents 187% of the average national income of the poorest household in China. So when we think about the agenda, the SDG agenda, we need to think that higher education and universities in particular, they have a role to play to include everyone, to leave no one behind. And this calls for policies, building capacity, training teachers, to diversity, interculturality, of course, but also to leave no one behind. So, thanks a lot. Thank you. Merci beaucoup de nous inviter à cette éducation de haute tenue qui prenne en compte ceux qui sont les plus loin, justement, des systèmes éducatifs.
Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Pierre François, qui est le directeur général de Swiss Life Prévoyance et Santé, les assurances, le bien et le bien-être sans doute aussi. Comment, de votre côté, d'un grand assureur d'une grande compagnie d'assurance, vous voyez cette responsabilité sociale de nos universités à partir aussi sans doute de votre propre responsabilité sociale? Merci beaucoup de m'avoir convié aujourd'hui. Je ne vais pas reprendre tous les points, c'est très très vaste, vous le savez. Pour reprendre un peu ce qui a été dit, je vais essayer de reprendre des différents éléments que j'ai entendus et rebondir sur tel ou tel. Un point important, même si on n'en est qu'aux rides, peut-être à la surface de l'eau, ce sont des rides durables aujourd'hui, pour reprendre le mot à la mode. C'est-à-dire qu'on est passé d'une mode à quelque chose qui commence à s'installer dans les entreprises. Alors certes aidé par la régulation, mais la régulation ne fait pas seule le travail. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises, de manière obligatoire, font des rapports, font tout un tas de choses au titre de la responsabilité sociale d'entreprise, mais le vivent aussi au quotidien de plus en plus. Alors il y a plusieurs aspects au niveau des entreprises. Il y a généralement les aspects dits sociaux, c'est-à-dire gestion des ressources humaines, gestion des personnes. Et là, on retrouve des choses qui ont été dites tout à l'heure, en particulier sur soit des problématiques de gestion de la diversité. Et ça, c'est un point sur lequel je veux revenir. C'est-à-dire, il a été évoqué pour l'aspect du Liban, même si ce qui peut être vécu en France est évidemment très différent. Mais la problématique de citoyenneté nationale est quand même assez importante dans les entreprises aujourd'hui. Dans mes collaborateurs, il y a des gens de toutes origines. Il y a 27 nationalités chez Swiss Life France, qui pour une entreprise de taille moyenne en France est déjà significatif. Et on est tous les jours confrontés à des questions au titre soit des problématiques de vivre ensemble, souvent axées sur les problématiques de religion en ce moment en France, tout en étant un pays très laïque. Donc ça, c'est un sujet intéressant, me semble-t-il, pour vous. J'ai régulièrement, et d'ailleurs plus souvent, des questions au titre de collaborateurs non chrétiens. Comment je gère le ramadan, qu'est-ce que je fais le vendredi quand j'ai un collaborateur qui veut partir tôt parce que c'est Shabbat. Donc, est-ce que dans un pays laïque, on reconnaît ces demandes-là ou pas, et de quelle manière? Les éléments qui collent avec la responsabilité d'entreprise et qui peuvent être aussi liés à des éléments d'enseignement, c'est par exemple, on développe beaucoup le télétravail dans l'entreprise, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler chez soi. J'ai une collaboratrice juive, elle télétravaille le vendredi. Pour moi, à la limite, c'est rentable puisqu'elle travaille 1 heure de plus. Sinon, de manière assez naturelle, je l'autorise à partir plus tôt. Et là, du coup, elle est chez elle et elle est beaucoup plus efficace. Donc on retrouve un point important qui est l'aspect de la rentabilité. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure sur l'aide qui est proposée pour les start-up. Il était mentionné que ça devait être rentable. Ça, c'est un point majeur. Une entreprise, surtout quand elle est cotée, n'est pas une entreprise qui peut perdre de l'argent. Donc une entreprise doit gagner de l'argent. Et donc si dans vos enseignements, cet aspect de la rentabilité d'entreprise n'est pas abordé, il est complètement déconnecté à ce que les étudiants vivront après. Et donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose de tout à fait essentiel à mettre en avant dans vos enseignements et dans les éléments, c'est on ne peut pas nier la réalité du monde d'aujourd'hui. Et donc le changer, c'est certes changer l'éducation, et la phrase d'ailleurs qui a été citée est assez significative, puisqu'elle ne dit pas si c'est en bien ou en moins bien. Ça veut dire que si on veut changer le monde, il faut changer l'éducation, mais de quelle manière? C'est-à-dire une éducation qui irait vers plus d'individualisme amènerait un monde plus individuel. Et donc la façon dont le pape le disait était vraisemblablement avec une idée derrière la tête, mais on voit bien qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres idées derrière la tête. Et qu'il y a dans le cadre de volonté d'éducation dans d'autres environnements que les vôtres, des idées qui ne sont pas les vôtres. Et donc là, c'est d'une certaine manière se battre. J'ai eu la chance, pour la première fois de ma vie, d'être en Israël la semaine dernière, et dans la visite de Sainte-Anne, de mémoire, qui est tenue, je crois, par les franciscains français, de discuter avec un prêtre qui, juste au moment où le muezzin commençait à intervenir, disait « mais il faut se battre, il faut aussi montrer sa présence ». Donc il ne s'agit pas de le faire de manière agressive ou opposée, mais malgré tout, il ne s'agit pas de ne pas le faire. Et ça, c'est un point qui, à mon avis, est aussi important. Je dirais aussi un mot sur les aspects de recherche. Si la responsabilité sociale se développe, c'est qu'elle doit être aussi reconnue comme utile. Et souvent, dans les entreprises, on fait des choses parce que c'est obligatoire, quand c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Et si des éléments de recherche amènent à montrer les intérêts de ce qui est fait, même si c'est sur du moyen-long terme, ça change la donne pour les responsables d'entreprise. Je vais prendre un exemple pour l'assurance que je connais bien. En assurance, il y a beaucoup de débats sur les questions des investissements financiers. Et faut-il investir sur ce qu'on appelle les investissements dits ISR, socialement responsables? Pendant longtemps,
les financiers ne voulaient pas, parce qu'ils disaient ça ne m'apporte rien, je veux être libre dans mes investissements, etc. Un certain nombre d'études ont montré que finalement, les entreprises ISR pouvaient être plus rentables pour un actionnaire que les entreprises non ISR. Alors ces études, on y croit pas, elles nécessitent d'être forcément améliorées. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Et dernièrement, par exemple, la Fédération française de l'assurance a décrété une charte, on revient sur les intérêts des chartes, qui met en avant les investissements socialement responsables et qui fait que de plus en plus d'entreprises s'engagent dans ces investissements-là en refusant d'investir dans tel type de société et dans tel type d'investissements qui sont jugés non responsables ou de gouvernance qui sont jugés néfastes, etc. Donc voilà, donc ça c'est aussi des points de recherche qui peuvent être, à mon avis, un apport très important que des structures universitaires peuvent amener dans un monde de l'entreprise qui souvent est très éloigné du monde universitaire. Voilà, j'essaye de tenir mon timing. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Et c'est important et intéressant de voir comment nous pouvons continuer de travailler en collaboration entre les entreprises et nos universités sur ces responsabilités sociales partagées. Nous allons avoir une dernière intervention. On va revenir au local puisque c'est une Irlandaise qui va intervenir, Madame Karina O'Leary, qui est justement directrice de la responsabilité sociale des entreprises chez KPMG et qui va nous apporter, je pense, le point de vue aussi du sociologue, de la sociologie, puisqu'elle est fortement investie à ce niveau-là, ayant fait sa thèse justement sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Merci. Good morning, everyone, and thank you for having me. As an organisation like KPMG, we hire the best and the brightest students here in Ireland, and it's something that we put a lot of time and effort into. We have connections with each of the third-level institutes around the country. Each year we hire upwards more than 300 graduates. And I suppose the thing we're looking for in the students that we hire is how do you differentiate them? You know, obviously they have to be very well qualified, they have to come out with the best in terms of qualifications, but they also have to be well-rounded individuals. So I'm going to talk, I was really interested to hear what each of the universities in Italy and in the Lebanon and in Mexico are doing. You know, it's so important that we harness young people. They have the enthusiasm, they have the energy, they have the commitment, they have the drive to get so much done if we can harness into that. An organisation that's very close to my heart that I'd like to talk about is Enactus. Enactus is a global organisation that's in 36 different countries. It's actually just set up recently in Italy. It's been in Mexico for a number of years. Unfortunately, I do not think it's in the Lebanon as of yet. But Enactus is a global organisation that taps into third-level students and engages them in social entrepreneurship. And it's the core of CSR, or corporate citizenship as we call it in KPMG. It's how do we harness young people. So we set it up here in Ireland in 2011. KPMG was the founding sponsor. We got a number of other organisations, and we work very closely with the 7 universities in Ireland and 3 of the institutes of technology. And it's amazing, you know, I think it's so important, and I think Enactus is the spirit of that. How do we tap into these thousands of young people around the world to engage them, to look at issues and problems in their own communities and look at them using the skills that they have. It's great that they're well educated, they're coming out with qualifications in X, Y, or Z, but it's a piece of paper at the end of the day. What you want is people using their talents to tackle social issues in their communities. And we work with students actually in Maynooth. Maynooth won the national competition that we hold in Ireland, and they won it 3 years ago, where they were working, a group of students were working on a platform to tackle issues around mobility and people who had mobility issues. And they went out and developed this platform like a TripAdvisor. So looking at hotels and restaurants about accessibility. And these are the types of problems that our students need to be addressing. There was a speaker talking about food waste earlier. One of the first
student-led projects that Enactus did here in Ireland was a thing called Food Cloud. Anyone here in Ireland or the UK will probably be aware of Food Cloud. It actually developed, again, a platform for addressing food waste, and they work with the likes of Tesco and they work with the likes of Lidl and big food distributors to take food and that is potentially going to landfill and actually putting it to charitable cause or people in need so that they use that waste. So I just, for anyone, you know, I mean, we very much encourage in Enactus students, as was mentioned there, the Sustainable Development Goals, looking at those 17 goals, looking at the way they can influence those goals. What can they use their talents? What can they use their passion? And it is about passion, and it is about tapping into that to really engage young people to make a difference. I think anyone here, you're all here from a university background, you're all engaged with these young people. These are the leaders of tomorrow. These are the people we need to get on board, to think of corporate citizenship, to think of, you know, social enterprise and how they can make the world a better place. You're in a prime location to tap into them, to make that massive difference at this early stage in their careers. I really encourage anyone, if they aren't familiar with Enactus, if it isn't in their home countries, to look at it. It is a brilliant way of engaging young people in this action. Thank you. Merci de cet encouragement et de nous inviter à ce que l'énergie de la jeunesse soit bien orientée dans le sens de ses responsabilités sociales et sociétales. Voilà, nous sommes au bout de notre panel. L'un d'entre nous parlait des rides durables. Je ne sais pas comment on traduit ça en anglais, en espagnol, ni en italien. Les rides durables. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes dans les débuts de nos expériences de responsabilité sociale, de troisième mission de nos universités. Alors, certains d'entre nous depuis plus longtemps que d'autres. Et en même temps, même si ce sont de petites expériences parfois, nous y sommes fortement stimulés pour que ces rides deviennent durables et se transforment en vagues. Eh bien, nous aurons justement l'occasion de partager cette stimulation dans des ateliers dont on va nous dire très vite, Loïc, comment ils vont s'organiser. Mais rassurez-vous, vous aurez bien le coffee break. Je remercie fortement et je vous propose de les applaudir, tous les intervenants et réactants pour cela. Voilà, alors c'est Hugh qui va nous dire comment, après le coffee break, on va se répartir dans des ateliers dont 2 seront en anglais, un en espagnol et un en français.